Dans cette troisième partie de l'épisode sur le congrès de Strasbourg, nous retrouvons le docteur Claire Fourcade, 2 jours avant son élection à la présidence de l'ASFAP, qui revenait sur la diversité des besoins lors de la pandémie et sur la mobilisation des acteurs de soins. Elle nous expliquera également à quel point les représentations des soignants ont pu évoluer au cours de la crise, détaillant leur soulagement de ne pas faire face uniquement à des prises en soins, menant à des décès. Claire Fourcade amorce une année compliquée qui nécessitera pour l'ASFAP de continuer de venir en soutien des équipes en tant que société savante, mais également de poursuivre son action militante auprès des personnes vulnérables. Nous avons élu une nouvelle présidente, en la personne de Claire Fourcade, que je suis vraiment très heureux de vous présenter. Avec Claire, nous sommes rentrés en même temps au conseil d'administration de l'ASFAP et ça a toujours été un binôme dans notre fonctionnement. Donc c'est un grand plaisir de l'avoir arrivé à ce poste, prendre ma suite et en totale confiance. Alors cette année, elle n'a pas été de tout repos pour les soins palliatifs. Aujourd'hui, après la première phase du Covid, où en sont les soins palliatifs en France ? Je dirais que pareil que pendant l'épidémie, il me semble que ce qui prévaut, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on a été impacté par l'épidémie, forcément les suites sont aussi différentes. Alors je pense que c'est encore tôt aussi pour vraiment pouvoir avoir des retours d'expérience. Il y a le pôle de recherche de Jeanne Garnier qui lance une étude sur le vécu dans les USP, dans 4 USP. Ils ont choisi 4 territoires très différents justement pour mesurer l'impact sur les soignants. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on a eu de la difficulté à gérer au niveau de l'ASFAP, c'est de produire des outils nationaux dans une très grande diversité de situations. C'est évident que les Alsaciens n'ont pas eu les mêmes besoins que les Bretons ou les Occitans. Alors, ce qui est incroyable, c'est que justement l'ASFAP s'est mobilisée auprès des EHPAD, auprès de tous les acteurs du soin qui en avaient besoin, pour fournir des documents, des guidelines, etc. Et aujourd'hui, on est dans une situation où finalement, on reproche aux acteurs du soin palliatif de ne pas s'être plus investis que ça auprès des structures. Alors, il me semble que, disons, ces situations de crise aiguë, elles génèrent forcément de la part de tous ceux qui ont été impactés très fortement ou même psychologiquement, même si c'est pas dans le réel, des questionnements, ça peut être des insatisfactions, voire des colères. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a des retours aussi violents ou en tout cas aussi unanimes que ça, mais ce qui est sûr, c'est que chaque outil qu'on a produit a généré des retours très différents. Malgré les précautions qu'on avait prises de bien indiquer chaque fois sur ces outils-là qu'ils étaient vraiment destinés uniquement à ceux qui en ressentaient le besoin et que sinon les outils habituels pouvaient être utilisés, la diversité des besoins a été tellement importante que c'était difficile de produire des outils qui soient entendables ou pas par chacun. Voilà, après on peut toujours faire plus et mieux, c'est sûr. Est-ce que c'est pas révélateur d'une méconnaissance importante pour les Français de ce que sont les soins palliatifs et de ce qu'ils proposent au quotidien? Alors, je pense qu'effectivement, ça c'est certain. Et en même temps, ça a été une occasion incroyable pour nous, dans nos pratiques, justement, de faire connaître ce qui pouvait exister ou à quoi ça pouvait servir. Je vois chez nous, alors qu'on a été une zone peu impactée, mais tout au début du confinement, il y a des médecins d'autres spécialités qui sont venus nous dire si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous solliciter. Tous ceux qui se sont retrouvés d'un coup, des ophtalmos, qui se sont retrouvés sans travail. Et donc, on a organisé une formation dès le 2e jour du confinement, je pense, soins palliatifs pour les nuls, où il y a eu quand même, moi je travaille dans un tout petit établissement, il y a eu 35 médecins de au moins 15 spécialités différentes qui sont venus et qui après sont venus dans le service pour faire des visites avec nous en disant nous on n'a plus fait de médecine depuis super longtemps, mais en tout cas ça a été l'occasion, une occasion incroyable de parler, d'échanger avec des spécialités avec lesquelles on n'a jamais l'occasion de travailler et donc de faire connaître aussi, de redire que les priorités pour nous sont différentes pour d'autres spécialités, de montrer quelle philosophie, comment on travaille en équipe et de leur faire toucher du doigt. Ce qui a caractérisé la crise du Covid, ce sont des agonies très rapides. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Est-ce que les soignants ont été impactés, à la fois peut-être par la massivité du nombre de décès et peut-être par la rapidité de ces agonies? Je pense que c'est ça qui est revenu en premier. Et alors là, sur la question des représentations, je pense que ça a contribué, je ne crois pas que c'était évitable, mais à
a généré ces représentations, elles ont généré beaucoup de peur. Et du coup, je pense qu'une grande partie des réactions, quelles qu'elles aient été, mais qui ont été guidées par la peur, elles venaient de ces représentations extrêmement angoissantes. Alors, pareil, je repars de notre expérience, parce que je trouve que la clinique est importante. Nous, notre structure, il y avait un service d'accueil de patients Covid non réanimatoires. Donc, comme on n'a pas de réanimation, c'était des patients pour lesquels on avait estimé qu'il n'y avait pas de perte de chance à être hospitalisés chez nous. Et au contraire, l'idée étant de laisser dans la structure qui avait une réanimation uniquement des patients qui pourraient avoir besoin d'une réanimation. Et donc, on a formé le personnel, on a du personnel qui n'était pas du tout habitué à ce type de prise en charge. Et c'est après avoir eu une collègue parisienne qui m'a dit « mais ils ne meurent pas tous ». J'ai transmis ça tel quel et un espèce de soulagement des soignants à l'idée qu'on n'allait pas seulement avoir des gens qui mouraient, mais des gens aussi, ces pathologies qu'on n'est pas du tout habitués en soins palliatifs, c'est-à-dire qu'ils vont mal à un moment, et puis certains vont pas survivre, et d'autres au contraire, ils vont aller mieux, et ça va. Et on n'est pas du tout habitué à ça, nous, on est habitué à quelque chose d'assez prévisible, même si la temporalité nous échappe, l'issue est en général, même si elle est lointaine, elle fait partie de la réflexion. Mais là, l'idée que peut-être les patients n'allaient pas mourir, j'ai senti physiquement le soulagement des soignants à l'idée que non, ils n'allaient pas seulement accompagner de ces agonies qu'ils avaient en tête, dont on entendait parler à la télé ou sur lesquelles ils avaient échangé entre eux. Ça n'allait pas seulement être quelque chose de catastrophique et cataclysmique, mais il y avait des gens qui allaient guérir. Ça a suscité du coup là clairement des représentations extrêmement angoissantes. Alors du coup, la suite, l'année prochaine, comment ça va se passer, qu'il y ait crise ou pas? Est-ce que la communication autour des soins palliatifs va prendre une direction particulière? Alors en tout cas déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va se donner le temps de faire ce retour d'expérience le plus complet possible. Donc on va entamer un travail dans chaque collège. La SFAP, les soignants, donc la SFAP c'est multidisciplinaire, mais chaque adhérent est affilié à un collège, les bénévoles, les soignants, les médecins, les psychologues. Et donc chaque collège va faire un travail là-dessus pour voir comment ça a été impacté. Parce qu'en fait, ce qu'on a repéré aussi, c'est qu'à l'intérieur du monde des soins palliatifs, il y a la crise, elle est venue bousculer des fondamentaux et de façon très différente selon les professions. Par exemple, pour les médecins, clairement, c'est la question autour des protocoles. Est-ce qu'il faut des protocoles? Est-ce qu'il n'en faut pas? Est-ce que ces protocoles étaient les bons? Est-ce qu'ils étaient pertinents à ce moment-là? Les psychologues, il y a eu tout un questionnement sur est-ce que c'est important d'être présent ou est-ce qu'on peut être à distance? Ceux pour qui c'était absolument indispensable d'être dans le présentiel et ceux pour qui, au contraire, c'est venu dire ben non, on peut finalement travailler à distance. Il y a eu un travail auprès, en particulier pour les soignants, mais je pense qu'il a touché tout le monde sur la question des visites, la présence des proches, des familles, qui est pour nous quelque chose de complètement essentiel et qui là a été remise en question, et super difficile. Et donc des équipes qui ont très mal vécu le fait que des directions ou des médecins décident de ne pas faire de visites, et au contraire d'autres équipes qui ont eu peur, alors que les visites pouvaient être autorisées, des équipes qui avaient peur et qui disaient non, nous on veut pas. Donc des discussions ou des dissensus importants. Chez les bénévoles, alors je pense là vraiment une remise en question très profonde du rôle des bénévoles, à quoi on sert si on n'est pas là dans les crises, et en même temps comment on peut être là, sous quelle forme, enfin. Et donc tout ce travail-là, il va être fait d'abord par collège, l'idée étant après de préparer une journée complète de retour de l'ensemble de ces réflexions. Il me semble, moi, que toutes ces difficultés qu'on a rencontrées, toutes, elles étaient générées par la même émotion qui était la peur. Ça s'est traduit de façon différente pour chaque profession et aussi probablement dans chaque établissement, mais c'était toujours la peur, il me semble, qui était le fil rouge de tout ça. Et donc voilà, je pense que c'est important qu'on prenne ce temps-là. Avant qu'on puisse communiquer sur les soins palliatifs, il faut d'abord que nous, on ait compris ce qui nous est arrivé, nos fondamentaux qui ont été bougés, jusqu'où ça nous a ébranlé, qu'est-ce que ça remet vraiment en question, qu'est-ce qui au contraire a bien résisté. Et puis une fois qu'on aura fait ce travail-là, là on pourra communiquer. La SFAP, c'est un lieu d'intelligence collective, et que tout ce que je ne pourrais pas fournir, je sais que d'autres m'aideront à le faire. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui savent que il y a une idée à laquelle je tiens beaucoup, c'est les deux pieds de la SFAP. La SFAP, c'est à la fois une société savante, et c'est important. Elle est la référence pour tout le monde pour les soins palliatifs, et elle doit le rester. Mais elle est aussi un mouvement militant depuis le début. Et elle vient dire quelque chose quand même à toute notre société, la SFAP, de l'attention qu'on porte aux plus vulnérables. Et là aussi, l'épidémie de Covid a montré comme c'était important, cette attention-là, et comme on en avait besoin, et comme il y avait à travailler aussi de ce côté-là. Et je vous remercie tous. À venir,
Les interviews de Vincent Morel, président du Conseil scientifique, qui a fait la restitution lors du congrès de l'enquête sur l'impact de la crise sanitaire Covid-19, mais aussi celle du docteur Zoéline Froissart, que vous aviez pu découvrir au début de la pandémie dans un épisode précédent, du docteur Laurence Boutin, médecin-chef de la clinique mutualiste Jean-Léon de la Grande Motte, et de Solène Froment, qui travaille en tant qu'aide-soignante avec moi sur les lits identifiés de soins palliatifs.